Merci beaucoup. Nous allons continuer le voyage vers l'Est avec Jean-Noël Robert qui nous parle de solidarité bouddhique au Japon et solidarité au pluriel. Oui, j'ai entre-temps changé de titre, mais le titre importe peu, puisque d'abord je voudrais remercier Alain Suppiot de m'avoir fait l'honneur, l'amitié et le grand embarras de m'inviter à ce magnifique colloque où j'ai déjà beaucoup appris. Il était magnifique jusqu'à présent et je vais implorer votre indulgence, contrairement à M. Pichot qui nous avait promis un exposé informe et qui n'a pas tenu sa promesse parce qu'il était magnifique, le mien. Pour moi, je tiendrai ma promesse, je pense. Mais alors, évidemment, parler de solidarité, j'ai fait, lorsque Alain Suppiot m'en a parlé, j'ai pris un air entendu, je pensais savoir ce qu'était la solidarité. Je me suis aperçu que je ne le savais pas, et en voyant ce matin dans le résumé de M. Musso parler d'abîme de perplexité, je me suis tout de suite senti sur la même longueur d'onde. Alors, il va falloir d'abord... J'avais envisagé de parler de la chose à partir du vocabulaire, du concept, du vocabulaire, éventuellement de la réalisation de ce vocabulaire dans les faits sociaux. Vous allez être déçus sur les trois aspects. Mais il faut d'abord savoir, je parle du Japon, donc les Japonais, à l'époque moderne, ont deux façons de traiter les apports occidentaux, n'est-ce pas? Les apports de vocabulaire et puis évidemment de concepts occidentaux. Soit ils adoptent le terme occidental tel quel en l'adaptant à la phonétique japonaise, soit ils forgent un mot, en général un composé sino-japonais, à partir de deux caractères chinois, ou de plusieurs caractères chinois, qui véhiculent le sens qu'on peut leur donner. Bon, il y a toutes sortes d'exemples sur lesquels je ne pourrais pas m'étendre, mais disons que depuis la fin de la guerre, et surtout depuis les années 60-70, c'est la première solution, la solution de facilité, je dirais, c'est-à-dire l'importation phonétique telle qu'elle, adaptée à la prononciation japonaise du vocabulaire, qui prédomine. Alors que la Chine, par contraste, continue de forger des néologismes souvent très originaux et intéressants. Alors que le Japon avait formé la néologie, le néolexique de l'ensemble de l'Asie orientale au XIXe siècle. Bon, je ne donnerai pas d'exemple. Mais alors, solidarité, le terme de solidarité existe en japonais, je pense depuis la fin du XIXe ou le début du XXe siècle, mais il n'existe qu'en composé, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est tout le vocabulaire juridique, financier, comportant le mot de solidaire, solidarité, qui a été traduit. Je pense que l'un des termes les plus courants, c'est la responsabilité solidaire, n'est-ce pas? Rentai sekinin. Par exemple, sekinin veut dire responsabilité, n'est-ce pas? Zherzhen en chinois. Rentai, donc liendai en chinois, est censé traduire le terme solidaire. En réalité, c'est un mot qui est déjà lexicalisé, un composé ancien, mais qui ne veut dire qu'être en continuité, n'est-ce pas? Le caractère ren veut dire relié, le caractère tai peut vouloir dire ceinture ou parfois porter ou aussi relié. Ça peut donc vouloir signifier porter de façon continue, ou quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez rentai kanke, rapport de solidarité, rapport solidaire, qui pourrait donc aussi traduire le mieux le terme occidental. Mais seulement, ce sont toujours des termes occidentaux, c'est-à-dire ça repose sur un concept juridique et social et financier, si le mot est exact, venant de l'Occident. L'époque du XXe siècle où le mot solidarité est devenu un terme quotidien, c'était lors des événements de Pologne des années 1980, autour de 1980, où il a fallu parler du syndicat Solidarité. Et les journaux japonais, en général, avaient deux choix, soit de prendre le terme polonais, Solidarność, ce n'est pas ce qui fait Solidaruności en japonais, c'est un peu imprononçable, soit, alors ils ont eu recours à une sorte de subterfuge, ils ont repris la première partie des composés que je viens de vous donner, c'est-à-dire ils ont repris le terme rentai, qui s'emploie très rarement tout seul, et surtout dans ce sens-là, pour traduire le terme de solidarité
polonais. Ce qui fait que rentai est devenu un mot très courant pendant quelques années. Maintenant, il est bien oublié, je pense. Et il désignait quasiment un terme occidental, enfin, qui ne voulait pas dire grand-chose, comme tous les termes occidentaux, pour beaucoup de Japonais. Alors évidemment, on ne peut pas partir de cette terminologie pour parler de solidarité. Et si on traduit en japonais solidarité par rentai, on se condamne à ne pas être compris, à ne pas parler de grand-chose. Maintenant, en français aussi, que dire de solidarité? J'avoue que j'ai beaucoup appris ce matin. Je n'avais pas encore appris suffisamment pour préparer enfin, préparer est un bien grand mot, mais cette causerie. Et j'ai décidé de partir d'une des plus belles définitions que je trouve ce que j'estime dans mon imaginaire lexical la solidarité, c'est cette citation de Sénèque l'Ancien, qui, comme son nom l'indique, et comme l'aurait dit M. Prudhomme, est le père de Sénèque le Jeune, et qui est Iniquum est collapsis manum non porrigere, commune ocius generis humani est. Je suis moins optimiste que M. Rowell, et je vais traduire en français cet texte que tout le monde aura certainement compris, mais il n'est pas inutile de le répéter. Donc, il est injuste de ne pas tendre la main à ceux qui sont tombés. Cela est une loi commune du genre humain. Alors évidemment, pour universelle qu'elle se veuille, cette maxime est profondément latine, puisque dans sa seconde partie, elle fait appel à ius et humanum genus, n'est-ce pas, donc des termes qui sont même peut-être plus latin que grec, je dirais. Mais voilà, alors je suis parti de cette définition de la solidarité, donc la plus à la fois abstraite et concrète, n'est-ce pas? Manum porrigere collapsis, tendre la main à ceux qui sont tombés, et essayer de voir ce que l'on trouve dans quelques exemples japonais de cela. Alors évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors j'ai résolu de couper la dimension verticale, c'est-à-dire mais je la prends dans un sens beaucoup plus restreint qu'Han Chang, c'est-à-dire la hiérarchie politique. Il y a en effet, alors c'est un choix, n'est-ce pas? On a des exemples de solidarité plutôt ou de sollicitude du gouvernant à l'égard des gouvernés ou du souverain à l'égard des sujets. Par exemple, il y a une tradition bien connue qui est attribuée à un empereur qui est à la limite du mythique, n'est-ce pas? On ne sait pas trop quand. Il est peut-être régné jusqu'en 399 ou 5e siècle, qui s'appelle Nintoku. Et regardant son royaume d'une haute tour, alors je ne sais pas ce que pouvait être une haute tour à l'époque de Nintoku, mais enfin, c'est certainement quelque chose où on pouvait voir un peu le paysage avoisinant. On ne dit pas à quelle heure, mais ça devait être dans la matinée. Il constate que nulle fumée ne s'élève des habitations. Et l'on conclut que le peuple est trop pauvre pour se cuire du riz. Et en conséquence, il suspend pendant 3 ans les corvées imposées aux paysans, afin de leur laisser le temps de cultiver leur riz. Et il accepte ainsi que le palais impérial, vous aurez après une très brève description du palais impérial, il ne faut pas s'imaginer le Versailles, n'est-ce pas? Mais il accepte que le palais impérial sombre dans le délabrement pour redonner de la dimension, une ère de vie à son peuple. Et au bout de quelques années, remontant à sa tour, il voit les fumées montant des maisons, des villages, et ce qui montre que le peuple mange à sa faim. Il s'en réjouit en disant que la pauvreté du peuple est la nôtre, et nôtre est sa prospérité. Alors, cet empereur Nintoku, merveilleuse coïncidence, le premier caractère nin, qu'on prononce aussi jin en japonais, c'est le caractère jeune que Han Chang vous a montré tout à l'heure, le premier caractère, la bienveillance, la bonté humaine, la solidarité, et c'est bien cette fois, n'est-ce pas, du gouvernant à l'égard du gouverné. Mais ce n'est pas ça. Alors, ce n'est pas ça qui. Justement, je vais essayer de ne pas parler des rapports politiques. Par exemple, on a aussi des exemples de solidarité de ce genre à l'époque d'Edo, n'est-ce pas? Même l'époque, les grandes époques féodales, les fiefs, les han, n'est-ce pas, les grands domaines dirigés par des daimyo, avaient une politique de prévention de la disette, n'est-ce pas? On faisait en principe des stocks de riz.
Malheureusement, lorsque les disettes arrivaient, il semblait que les stocks de riz avaient disparu ou étaient mal gérés ou étaient pourris, mais il y avait quand même donc cette solidarité, alors, ce que j'appelle verticale. Et je voudrais m'arrêter maintenant très rapidement sur un texte du début du XIIIe siècle, de 1212, même il est très bien daté, qui s'appelle le Hojoki, qu'on traduit le Note d'un ermitage. Et c'est quelqu'un qui a été déçu de la vie sociale, et l'auteur s'appelle Kamono Chome, il n'a pas eu ce qu'il voulait dans la bureaucratie, et il a décidé de tout plaquer, il est devenu ermite. Et il dit justement dans son petit texte, il fait allusion à cet épisode de Nintoku, n'est-ce pas? D'ailleurs, les commentateurs n'ont pas très bien compris, mais enfin, je vous redonne je vous donne ce que je pense être la bonne version. J'ai entendu rapporter qu'au temps des sages souverains, le royaume était gouverné, alors il ajoute un terme cette fois, était gouverné par la compassion, awaremi. Je reviendrai sur ce terme tout à l'heure. Mais il fait bien allusion à cela. En conséquence, alors que le palais impérial était recouvert de joncs, même ceux des auvents n'étaient pas égalisés. Vous voyez, donc le délabrement du palais impérial évoqué par Nintoku, c'était les joncs n'étaient pas bien coupés, c'était un palais très rustique. Et lorsque l'empereur constata la rareté des fumées, il alla jusqu'à permettre une réduction des impôts, car secourir le peuple revenait à aider le royaume. Pour secourir, il emploie le mot megumi, qui est en japonais, la grâce, qui peut parfois même vouloir dire la grâce divine, et à aider Tasuku, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Et l'auteur ajoute une touche critique dévastatrice pour le Japon. On aura ainsi une idée de l'époque actuelle en la comparant à ce qu'il en fut autrefois. Alors, si nous revenons maintenant, donc ça c'était cette solidarité, oui, verticale. Mais après donc avoir fait cette critique indirecte en disant que les souverains d'autrefois géraient mieux le peuple, il décrit une terrible disette qui s'abat sur le Japon en 1181. C'est un texte écrit en 1212, n'est-ce pas? Il était jeune à l'époque, il avait vécu cela. Pendant 2 années consécutives, avec des sécheresses au printemps et en été, des inondations à l'automne. Et dans un style poignant, il énumère les malheurs du peuple, les efforts désespérés que font les gens pour survivre et nourrir leur famille, la façon dont les parents meurent les premiers épuisés, le père d'abord, qui se prive le plus pour sa femme et ses enfants, la mère ensuite, qui meurt alors que son enfant tète en vain son sein. Il décrit les cordes de mendiants qui vont de par les routes, et ce qui lui semble particulièrement atroce, c'est que certains prennent des objets liturgiques dans les temples, des statues de Bouddha, et en font du bois à brûler, n'est-ce pas? Alors, on s'attendrait donc à ce que, après ce que l'auteur a écrit sur le gouvernement compatissant, à trouver des exemples de solidarité, ou quelque chose qui puisse nous rappeler ce que disait Sénèque l'Ancien, n'est-ce pas? Un geste d'humanité directe à quelqu'un dans la détresse. Or, il ne mentionne qu'une intervention que l'on pourrait qualifier d'humanitaire, c'est celle-ci. Un hiérarque du Ninnaji, un temple qui est au sud-ouest de Kyoto, du nom de Ryugyo, par compassion, alors Kanashimu cette fois, mais pour les morts innombrables, chaque fois qu'il apercevait un crâne ou une tête, n'est-ce pas, il écrivait sur le front la lettre sanscrite A, afin de créer par cette action une affinité salvifique avec le Bouddha et la Renaissance. Bon, je ne reviens pas sur le symbolique de la lettre sanscrite A, c'est quelque chose d'ultime, vous vous en doutez bien. Voulant connaître le nombre des personnes disparues, il en file des comptes pendant les 4e et 5e mois. Pour la seule capitale de la première avenue, pour la seule capitale dans un quartier délimité, il y avait en tout plus de 42 300 crânes. Alors, outre cette information statistique, on voit que l'action, le terme est waza, menée par quelqu'un représentant l'autorité religieuse, c'est un hiérarque, un hoin, n'est-ce pas, un sceau de la loi, se déploie dans une direction inattendue. C'est-à-dire que c'est une espèce d'opération pour assurer le salut des morts, nous avions, n'est-ce pas, et pas des vivants. Il n'est fait nulle mention de l'aide aux vivants. Alors, est-ce dire que la notion de solidarité, se manifestant non entre souverain et sujet, mais de façon, disons, plus ou moins horizontale à l'intérieur de la société, n'existait pas dans le bouddhisme? Alors, il faudra voir cela
très rapidement. Mais je vais revenir aux origines du bouddhisme japonais. Le Japon est un pays bien sûr très jeune par rapport à la Chine, et en plein 8e siècle, nous sommes quasiment à l'aurore du bouddhisme organisé au Japon. Et il y avait un moine du nom de Gyoki, dont on connaît les dates, n'est-ce pas, qui est 668-749, qui a étudié dans une école japonaise particulièrement philosophique, n'est-ce pas, qu'on pourrait appeler l'école du rien que conscience, le Fashion, n'est-ce pas, Hososhu, et qui est très, très connu au Japon, non pas par ses traités religieux, on n'a pas de texte de lui, mais par une action, je dirais, sociale, de charité active, que l'on résume souvent dans les textes sur la construction de sortes d'hostelleries près des monastères, défrichement des terres pour faire des rizières, construction des ponts. Il y a encore dans le Japon actuel 3 ponts qui lui sont attribués, enfin évidemment les descendants de ces ponts, des ports aménagés, des réservoirs, même des réservoirs et des canaux d'irrigation. D'ailleurs, c'est un autre moine illustre plus tard reprendra presque ce travail de réservoir, et des sortes d'hôpitaux ou d'asiles pour les pauvres, n'est-ce pas, qui sont parmi les premiers au Japon, sans compter un nombre considérable de sources thermales, onsen, n'est-ce pas, qu'il aurait découvertes. Mais là, je pense qu'il y a des arguments publicitaires qui sont derrière. On lui devait aussi, ce qui était plus normal pour un moine, l'édification de près de 50 monastères et couvents. Alors, Gyoki a eu des démêlés avec l'administration, le gouvernement et la hiérarchie religieuse, justement parce qu'il était girovague, n'est-ce pas? Il allait un peu partout dans le Japon. Mais ce qui est très intéressant, c'est que de son vivant, il a quand même reçu un grade très éminent dans la hiérarchie bouddhique japonaise. Il est devenu recteur monacal, grand recteur monacal d'Aisojo, n'est-ce pas, d'Asangjang. Et surtout, après sa mort, on lui a accolé l'épithète de Bosatsu, Gyoki Bosatsu, c'est-à-dire le bodhisattva, l'être d'éveil. Et vous savez que dans le bouddhisme, le bodhisattva, c'est celui qui a renoncé à passer dans le nirvana, qui a décidé de reculer indéfiniment son action dans le monde pour sauver les êtres. Donc il renonce à l'état de Bouddha tant qu'il y restera dans le monde un être à sauver. Et il est assez rare, ça existe au Japon, qu'on donne à quelqu'un le titre, l'épithète de Bosatsu, de Bodhisattva. Et c'est parce qu'il a fait cette action dans le monde qu'on lui a donné cette épithète, n'est-ce pas? Et ça, c'est assez intéressant. Parce que qu'est-ce que la pratique de Bodhisattva? Un Bodhisattva est caractérisé dans le bouddhisme sino-japonais par deux phases. Il pratique pour lui, Jigyo, n'est-ce pas, Zushin, il pratique pour lui, et Huata, Keta, il sauve les autres. Il sauve les autres. On ne peut pas être bodhisattva sans faire les deux. Et vous voyez que ici, vous avez vraiment une action vers autrui, venant de quelqu'un du clergé, une action altruiste qu'on pourrait qualifier de solidarité. Et d'ailleurs, souvent, cette pratique de bodhisattva est résumée dans un autre terme, Ryakushujo, n'est-ce pas, Li Zhongshan, c'est-à-dire œuvrer pour le bienfait des êtres, assurer des bienfaits, des bénéfices aux êtres. Donc quelque chose de très concret. Et alors évidemment, cela se conjugue avec quelque chose qui rappellera l'Église catholique d'un certain côté, avec la notion de mérite. N'est-ce pas? Le bodhisattva pratique pour lui, n'est-ce pas? Il sauve les êtres, mais pour gagner des points en quelque sorte. Et très concrètement, le mérite, punya, kudoku, en sanskrit et kudoku en japonais, gongda, n'est-ce pas, sont comptabilisables. Et les mérites ultimes, lorsqu'on est dans les derniers grades de bodhisattva, parce qu'il faut dire qu'un bodhisattva passe de longues ères cosmiques à pratiquer, eh bien, vous avez des espèces de critères. Je vais vous en donner un qui est un peu irréalisable, mais guérir de leur cécité les êtres d'un méga-kiliocosme, vous voyez que c'est un très grand univers, je reprends la traduction de Sylvain Lévy, compte pour un mérite, n'est-ce pas? Donc si vous guérissez tous les aveugles d'une sorte de galaxie qui regroupe des milliers de millions de mondes, vous avez un mérite de bodhisattva.
Donc ça, mais en même temps, vous voyez que c'est extravagant, mais ce sont des mérites concrets. On vient en aide à quelqu'un. Alors que vous avez aussi des mérites purement religieux. Par exemple, pouvoir prêcher à tous les êtres humains vivants dans l'inconduite et les amener à renoncer à cette inconduite constitue un mérite aussi. Donc, on peut dire que les bonnes œuvres de Bodhisattva constituent un exemple de solidarité. Et ce qui fonde cette solidarité, c'est évidemment la notion bouddhique, sino-japonaise, de compassion, jishi, tsubi, n'est-ce pas, et qui traduit deux termes sanscrits, bon, je ne reviendrai pas là-dessus, mais qui peuvent se dire aussi en japonais, le caractère hi, soli kanashimu ou awaremu, c'est-à-dire les deux termes japonais que je vous ai cités précédemment à partir du Hojoki. Ce qui montre bien que cet esprit de solidarité à l'égard des êtres, et vous voyez que c'est une action horizontale, c'est-à-dire le bodhisattva n'apparaît pas comme un bodhisattva avec n'est-ce pas, toutes ces décorations, etc. En général, il se conduit comme un homme dans le monde des hommes, n'est-ce pas? Mais alors vous me direz, puisque c'est si bien codifié, pourquoi tout le monde se pose la question lorsqu'on voit la vie de Gyoki Bosatsu, par exemple, n'est-ce pas, la vie de Gyoki, que sont devenus ces hôpitaux, que sont devenus ces hostelleries, tout cela? On n'a pratiquement rien après lui. De temps en temps, en effet, vous avez un moine qui vient, qui fait quelque chose, et puis ça part avec lui. Éventuellement, ses plus proches disciples continuent, et puis au bout de 2 générations, donc une fois ça disparaît. Pourquoi cela? Eh bien, il y a, enfin, je simplifie tout ça, mais il y a une sorte d'inversion du mérite, hein, parce que le bodhisattva pratique pour lui pour acquérir des mérites. Mais les êtres les êtres que nous sommes ne sont pas des bodhisattvas, et aussi doivent acquérir des mérites. Comment acquérir des mérites dans une société bouddhique? Eh bien, en œuvrant pour la communauté bouddhique, en œuvrant pour le clergé, pour les moines. Et vous avez là, si les bodhisattvas œuvrent pour les êtres, eux, œuvrent pour les moines. Et vous avez des exemples très concrets de cette idée. Vous avez ce qu'on appelle le champ de mérite, n'est-ce pas? Fukuden, futien. C'est-à-dire c'est le périmètre d'action dans lequel on peut acquérir des mérites qui nous sont utiles pour des renaissances ultérieures. Et bien évidemment, le meilleur champ de mérite, vous en doutez, c'est le clergé bouddhique. Et cela peut aller très très loin, puisque vous savez que les grands monastères japonais avaient des sortes de latifondia, de grands domaines agricoles cultivés par des sortes de serfs. Et lorsque, par exemple, les doctrines de la terre pure, n'est-ce pas, l'idée selon laquelle on peut renaître dans le paradis du Bouddha Amida est venue à se répandre au Japon, eh bien, les moines expliquaient aux serfs, aux paysans, que la terre pure, c'était déjà le domaine du monastère, et que vrai, dans les rizières du monastère, c'était déjà travailler dans la terre pure, n'est-ce pas? Et c'était des champs de mérite tout à fait exceptionnels. Alors évidemment, nous sommes... et même l'idée de don, vous savez que dans le don, c'est dana en sanskrit, donc qui vient de fusei en japonais, donc qui est en principe le don que l'on fait aux autres, et c'est l'une des grandes vertus que les bodhisattvas doivent pratiquer. Eh bien, ces dons, au Japon, ça veut dire maintenant, le fusei est devenu l'aumône faite au clergé. C'est-à-dire, ce n'est pas... Vous voyez, alors, il y a eu en quelque sorte une sorte d'inversion toujours sur cette pensée de compassion, vous avez une sorte d'inversion de l'orientation, de la solidarité, qui a fait que ces germes qui étaient dans le bouddhisme n'ont pas forcément mûri. Et c'est très intéressant de voir que lorsque le christianisme est arrivé, enfin je veux dire avec l'occidentalisation au Japon à la fin du XIXe siècle, je ne parle pas de la première vague, mais de la vague occidentale, les bonnes œuvres, les œuvres charitables chrétiennes
ont beaucoup inspiré les clergés, une partie des assemblées bouddhiques, en particulier ces écoles de la terre pure dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont commencé à organiser en effet des œuvres charitables et qui se sont aussi accompagnées d'un mouvement de laïcisation, alors de laïcisation au sens religieux, c'est-à-dire par opposition à ce qui est clérical, donc les croyants dans les familles, comme dit le Japon, n'est-ce pas, Zaike Bukkyo. Et en transformant en quelque sorte le périmètre d'action, en le faisant sortir du monastère pour retourner dans la société, on retrouvait une certaine idée de cette pratique de bodhisattva qui avait eu lieu autrefois. Alors, je saute un peu et on peut revenir sur la discussion sur les mouvements sociaux de solidarité sociale, mais je voudrais évoquer un phénomène assez intéressant du XXe siècle japonais. C'est un écrivain, c'est sans doute l'écrivain japonais qui a été le plus connu au XXe siècle et qui a été le plus lu au XXe siècle au Japon, mais qui est sans doute le plus inconnu en Occident, c'est Mushano Koji Saneatsu, n'est-ce pas ? Ça ne dit sans doute pas grand-chose aux gens, mais il est né en 1885, il est mort en 1976. Donc c'est quelqu'un qui a vécu très longtemps et qui, je passe sur son œuvre littéraire, il est très connu au Japon et peut-être d'ailleurs dans certains mouvements écologistes dans le monde pour avoir lancé un mouvement qui s'appelait Atarashikimura, ou Atarashimura, après c'est-à-dire les nouveaux villages, le nouveau village. C'était une sorte de communauté tout à fait qui n'était ni religieuse ni politique, qui se voulait plutôt esthétique. Alors je n'entre dans le Kyushu, la plus méridionale du Japon. Elle existait encore en 2007, n'est-ce pas ? Il l'a fondée en 1918 et il y a 16 foyers qui étaient là. Et donc, alors, on a souvent évoqué à son sujet de Mushano Koji Saneatsu l'influence de la Bible et de Tolstoï. Ce qu'on ne sait pas assez, c'est que Mushano Koji a traduit en japonais moderne un sutra, un texte bouddhique ancien, le sutra de Vimalakirti, le Yuimagyo, Weimojing. Ce sutra est l'un des plus connus en Extrême-Orient et il est très curieux parce que c'est un sutra presque anticlérical. C'est-à-dire que le héros de ce sutra, Vimalakirti, n'est pas un moine, n'est pas un bodhisattva, n'est pas un arhate, c'est un marchand. Un marchand prospère qui en fin de compte dame le pion de tous les grands disciples du Bouddha. C'est un sutra presque iconoclaste puisqu'on voit défiler tous les grands moines bouddhistes de Ananda jusqu'à Manjushri qui se font clore le bec par ce marchand. Et Mushano Koji Saneatsu justement a traduit ce texte qui était donc il y avait certainement une influence bouddhique derrière lui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, je vous ai parlé de ce texte du XIIIe siècle, la note de ma cabane de moine, note d'un ermitage. C'est en japonais, c'est hojoki. Hojo veut dire, c'est une dimension, disons, d'itoise, enfin, c'est une dimension de surface. Or, c'est le nom de l'appartement de Vimalakirti, n'est-ce pas, dans le sutra. Donc, il y a une sorte de boucle qui se boucle ainsi, avec cette idée de solidarité, donc, qui avait tout pour exister dans le bouddhisme, qui s'est faite, qui s'est opérée, mais toujours de façon ponctuelle, presque individuelle, et très rarement de façon continue. Parce que c'était le propre des bodhisattvas, donc des êtres d'exception, et qui devaient œuvrer en dehors de leur sphère cléricale, ce qui était assez rare. Alors, il faudrait bien sûr continuer cette action un peu plus loin. Je pense que le terme de solidarité donc, s'exprime au mieux dans le terme de compassion bouddhique. Très récemment, on a remis au goût du jour, depuis la catastrophe du raz-de-marée de Fukushima au Japon, on a remis au goût du jour un terme qui est en japonais kizuna, qui a été donné comme le mot de l'année 2011, qui veut dire le lien.
le lien, n'est-ce pas, et pour suggérer la nouvelle solidarité qui s'est fait jour au Japon autour de Fukushima, etc. On reviendra peut-être sur cette discussion, puisque la solidarité qui s'était exprimée de façon massive est peut-être retombée assez rapidement. Je remarque aussi que beaucoup de mouvements bouddhiques ont cette fois participé à ce mouvement de solidarité. Et en même temps, je remarque aussi cette fois une certaine rupture avec la tradition bouddhique, puisque dans le bouddhisme, kizuna est un terme qui se trouve souvent dans les sermons bouddhiques anciens, qui désigne le lien, mais dans ce qu'il y a de pire, n'est-ce pas? C'est-à-dire le lien passionnel, le lien familial, le lien des passions qui vous rattachent au monde, n'est-ce pas? C'est très différent de l'autre terme pour lien, yuan, en, qui lui désigne le lien, l'affinité, l'affiliation contractée avec un Bouddha qui mène vers le salut. Donc cette remise au goût du jour d'un terme qui existait dans le vocabulaire bouddhique, mais avec une nouvelle acception, me semble aussi symptomatique d'une certaine rupture avec la continuité ancienne. Voilà, c'était quelques petites notices présentées de façon, je pense avoir tenu ma promesse tout à fait informe, mais je suis prêt éventuellement à répondre plus tard dans la discussion aux questions.